Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Bah alors, on est sous la neige? Oui. Ben, ça a bien l'air qu'on est sous la neige. En même temps, c'est le Canada, hein. Ouais, ben, fallait pas être surpris, mais c'est quand même un choc. Parce que moi, j'arrive à l'instant, il y a quelques heures, Ouais. j'étais encore dans les airs, et il faisait beau à Las Vegas, il faisait chaud, c'était le beau soleil. Oui. Et puis là, j'arrive, c'est la Patatras. tempête ici. Montréal sous la tempête. Ouais. Mon pauvre ami. Bon, tu vas devoir non, sortir les doudounes. Non, mais Ouais. t'aimes ça. De toute façon, la neige, c'est une seconde nature pour vous. Ben oui, j'ai hâte d'aller pelleter. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais de T'as- toute façon, t'as pas j'aime de mieux souvenir. avoir une tempête de neige que vivre dans un pays où il n'y a pas de gouvernement. Oh, ça, Ah, c'est ah, une basse ah. attaque. Ah? Eh ben voilà. Ouais, j'avoue, en plus, j'ai rien à répondre à ça. Qu'est-ce que tu veux Non. que je te dise? On va Mais je zapper te le sujet rassure. parce que Mais Jérôme, je te C'est- rassure, il n'y aura pas de vote de confiance entre nous. entre nous, Totalement ma bon, confiance. il n'y a que de la confiance, mais pas de vote. Exactement. Alors, pas de vote. Bon, donc tu étais donc à Las Vegas, Oui. non pas pour prendre le soleil, mais pour prendre des nouvelles. pour prendre des nouvelles d'Amazon. Ouais, mais plus particulièrement de son aile infonuagique, AWS. AWS, Amazon Web Services. Ouais, et c'est dans le cadre d'un événement annuel, c'est la grande fête, un peu l'équivalent des grandes keynotes de Apple ou celle de Microsoft à une autre époque, quoique Ignite, c'est quand même important. Mais là, c'est une fois par an, c'est un rendez-vous qui se fait au début décembre chez les gens de AWS. Pour te donner une idée, là, c'est assez couru, 60 000 personnes étaient Ouais. là, et Ah pendant non, mais qu'il y j'ai avait vu des des images, annonces, c'est ouais, c'est impressionnant. vraiment impressionnant. C'est un mini CES. Oui. Ben, tu vois, ça me rappelait les premières éditions. Moi, j'ai commencé en 96 à aller au CES où il y avait la crise où le CES voulait devenir gros. Alors, il y avait Mhm. plein de kiosques qui étaient tous collés un sur l'autre. Et ça, c'est un peu ça. Alors, il y a énormément de choses à voir sur un territoire qui est assez réduit parce que ça se passe essentiellement à l'espace de conférence, d'exposition au Venetian. Mais qui est l'espace d'expo du CES. Enfin, l'un des espaces du d'une CES. partie du C'est CES, exactement au c'est même ça. endroit. Ouais. Et donc, ça donne des airs, là, pour les gens qui ont déjà connu le CES, ça donne des airs de déjà vu. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est 60 000 personnes qui sont là, à la fois pour aller prendre des nouvelles de ce que AWS prépare pour l'an prochain, mais aussi, il y a une bonne partie de ces gens-là qui viennent obtenir leur certification pour des formations qui sont offertes par AWS pour travailler avec différents de leurs outils. Mais c'est donc l'occasion pour l'entreprise d'annoncer les nouveaux services, les améliorations, et il y en avait beaucoup. Notamment l'annonce de l'IA fait par Amazon. Ça y est, ils sortent à leur tour leur modèle d'IA. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà présents dans le domaine de l'IA depuis longtemps parce qu'ils l'utilisent même pour faire fonctionner l'infonuagique. À un moment donné, tu as besoin d'algorithmes pour arriver à te retrouver là-dedans. Donc, ça fait longtemps qu'ils l'utilisaient. L'an dernier, ils avaient présenté Bedrock, qui est un peu comme leur catalogue d'intelligence artificielle générative. Là-dedans, on trouvait Anthropic avec son Claude. On trouvait les gens de Mistral qui faisaient partie du lot. Il y avait la mode de Meta, puis plein d'autres. Mais là, parallèlement, ils se sont dit, peut-être qu'avec l'expérience qu'on a de développer notre savoir-faire à l'interne, peut-être qu'on pourrait le partager. Alors, ils nous ont présenté cette semaine 6 langage, un modèle de langage, et ça couvre vraiment différents domaines. Et c'est ça que je trouve intéressant, moi, là-dedans. Donc, il y en a un qui fait que de l'écriture, il y en a un qui fait que du calcul, l'autre de la programmation. Il y en a un qui travaille juste sur les images, il y en a un autre qui travaille juste sur la vidéo. Et là, ce qu'on est en train de préparer, et peut-être avant la fin 2025, on va le voir, c'est ce qu'ils appellent en anglais, là, va falloir trouver l'appellation en français, c'est any to any. Donc, tu mets ce que tu veux au départ, que ce soit du texte, que ce soit des photos, que ce soit de la vidéo, que ce soit un graphique, et tu lui dis en quoi tu veux que ça sorte de l'autre côté. D'accord. Mais c'est fou, là. Donc, c'est vraiment un multimodal. Donc, tu mets ce que tu veux au début et tu demandes à l'IA de te la transformer en ce que tu veux ensuite.
Ouais, c'est fou. Donc ça s'appelle Nova, c'est ça? Oui, ça, la famille des outils La famille s'appelle Nova. Et Ouais. comme tu dis, il y a plein de briques, mais en fait, ils couvrent tout ce qui existe déjà chez d'autres. Hein. Oui. Le texte, l'image, la vidéo, tout ça, c'est des choses qu'on trouve déjà. Et eux, ils ont l'ambition de tout faire, alors. Ben oui, mais avec des petits outils qui sont là. Et là, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant dans cette offre-là, c'est le fait que on offre des outils spécifiques pour faire des tâches spécifiques. Et donc, contrairement à, par exemple, un chat GPT, là, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, qui demande énormément d'énergie pour te faire un petit texte. Ben, si tu veux un petit texte, tu peux juste prendre une petite intelligence artificielle qui Ouais, va bien avoir sûr. appris à 2 millions de tokens plutôt qu'une qui roule à 175 milliards de tokens. Tu sais, à un moment donné, là, Ouais, c'est pas la peine d'avoir une Ferrari pour aller acheter le pain au coin de la rue, quoi. exactement. Hein. Quel bel exemple, c'est à ça que je pensais. Ben voilà. Mais donc, c'est ça. Alors, moi, je trouve qu'ils sont arrivés avec ça, avec des outils très nichés. Sinon, très rapidement, la plupart des gros outils qui sont déjà là, des outils que les gens connaissent, s'ils travaillent dans l'environnement AWS, ben, cette année, tout est bonifié avec l'intelligence artificielle. Et j'avais une pensée, et d'ailleurs, j'en parle un peu plus tard dans mon podcast, j'avais une pensée pour tout ce qui est développeurs, codeurs. Eux, là, c'est vraiment là, s'ils travaillent dans le monde d'AWS, c'est leur anniversaire cette année, là, parce que il C'est la y a fiesta. tellement d'outils Ouais. qui sont faits en fonction de ces gens-là pour leur permettre de passer moins de temps à faire autre chose que de coder. Alors, l'IA maintenant génère des tests. Donc, elle teste elle-même ce que les gens sont en train de coder. Elle est capable de faire un historique, donc un peu le manifeste de ce qui est fait en codage. L'IA va te le faire sur le côté pendant que tu es en train de travailler. Et puis même, quand vient le temps de prendre des grands systèmes et de les faire migrer sur d'autres plateformes, je pense par exemple à des vieilles versions de Java et de les mettre dans les nouveaux standards, ben maintenant, il y a une IA chez Amazon qui est capable de faire ça. Et un peu plus tard, je veux pas vendre mes punchs, mais un peu plus tard dans mon carnet, il y a le grand patron de AWS Canada qui nous raconte combien d'années ça prendrait pour faire migrer certaines choses, et on est passé maintenant à quelques semaines. Voilà. C'est fou le temps que les gens vont gagner. Mais dis-moi, Bruno, donc là, c'est des applications professionnelles. Est-ce que Nova, c'est une IA qu'on pourra toucher du doigt en tant que particulier? Ben, si vous ouvrez un compte dans l'environnement professionnel de AWS, vous pourriez y avoir accès. Vous la branchez avec votre compte d'Amazon, oui, et puis et vous aurez à payer un abonnement parce que c'est un outil payant comme ChatGPT Plus est un outil payant. Donc c'est vraiment destiné en priorité aux clients de AWS. Oui, mais c'est Non ouvert. pas Mais tous peuvent devenir clients chez AWS. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Non. Puis c'est pas comme il y a beaucoup d'outils qui sont en libre accès. Il y a une version gratuite, ChatGPT, Claude, etc. Donc là, il y a pas de version gratuite. On est d'accord. Ben, pour le moment, il n'y a pas de version gratuite, mais il y a les versions qui sont embarquées juste dans l'environnement de travail. D'accord. Puis on s'entend, Bon, les plus gros utilisateurs sont déjà, en tout cas, qui vont être intéressés par cet outil-là, ce sont vraiment déjà des clients de chez AWS. Là. Puis c'est des centaines de millions. Là. Pour toi, c'est vraiment parce que en plus tu suis Amazon depuis longtemps. On avait déjà parlé d'IA ensemble, mais il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que c'est un acteur qui est incontournable et qui prend une place phénoménale dans ce domaine. Pour toi, on fait vraiment un pas en avant important là. Ben oui. Et puis d'autant plus, tu sais, je pense rapidement, il y a un autre truc qui me vient en tête, mais j'en parle beaucoup plus longtemps dans mon podcast, c'est Q for Business. L'année passée, Q, ça avait été présenté, c'était un peu comme leur intelligence artificielle générative privée, tu sais, qui fonctionne en silo. Donc, une compagnie peut balancer tout son contenu là-dedans, c'est sécuritaire. Ben là, maintenant, Q for Business, ils font des passerelles avec tout ce qui est outils de traitement d'informations, alors que ce soit Word, que ce soit la suite Google, que ce soit tes courriels, que ce soit ton agenda en ligne, donc Salesforce, bref, tous les endroits où tu pourrais avoir du contenu. Maintenant, la solution Q for Business, qui est l'évolution de Q, elle permet d'accéder à toute l'information, peu importe où elle réside. Alors évidemment, pour des grands groupes ou des petites entreprises qui veulent avoir accès à toute leur information quand vient le temps de leur demander, va me chercher les ventes de
la semaine dernière où va me chercher ce qu'on appelle les leads, donc des possibilités de vente, mais qui n'ont pas été complétées. Ben, il va aller chercher partout et pas seulement dans les trucs qui ont été classés dans le répertoire, là. Ah, Mais c'est vraiment intéressant. ça va faire concurrence à Copilot, non, de Microsoft, ça? Ben, Copilot, de la façon qu'il est embarqué, il réside dans l'écosystème de Microsoft. Ouais, Et Gemini réside dans l'écosystème dans de l'écosystème Google. Google. Mhm. Tandis que AWS, comme ils n'ont pas d'écosystème à eux, ils se branchent partout. Et c'est ça que je Ouais, trouve très d'accord. habile de leur part. Prêt, hein. Bon. Mais sinon, toi, Dis écoute, parle-moi, t'es très documentaire, toi, de ce temps-ci. Là, il y a une nouvelle histoire avec Arte TV. C'est quoi cette histoire-là? Eh ben, c'est encore une histoire d'IA, bien sûr. Ah non. Mais si, ouais, c'est une affaire dont on parle pas encore beaucoup, mais que j'ai déniché dans en fait, c'est un site d'actualité spécialisé. Je vais les citer parce que c'est des amis. Il s'agit de Électron Libre et qui a levé un lièvre là. En fait, la chaîne de télé Arte va très bientôt, à partir du 16 décembre, diffuser une mini-fiction, une série de fiction, et qui a été construite en partie par intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, ça s'appelle Oh. Prompt. Eh? C'est des petits épisodes de 2 minutes 30. Et eh bien, comme on pouvait le deviner, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que, en fait, eh bien, le directeur d'Arte qui s'appelle Bruno Patino, qui est pourtant alors un pionnier du numérique en France et dans les médias. Il connaît très bien tous ces sujets-là. Mais là, il se retrouve face à une fronde de la part des professionnels, les organisations qui représentent les créateurs, tout le monde artistique, musiciens, réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, etc., qui l'ont interpellé parce qu'ils sont très inquiets. Voilà, ils veulent en savoir plus. Ils se demandent si c'est pas la porte ouverte vers quelque chose qui va les menacer. Et ils réclament une utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est intéressant parce que en fait, on est vraiment sur un sujet qui est crucial, on l'a déjà évoqué, ça a déjà posé des problèmes aux États-Unis, bah voilà, ça arrive en France. L'autre jour, il y avait également un reportage sur France 2 concernant les doubleurs de cinéma qui commencent eux aussi à se plaindre, à être mécontents parce qu'ils sentent qu'ils vont être remplacés ou en tout cas concurrencés par l'intelligence artificielle. Voilà, il s'agit pas du tout de dire c'est bien ou c'est mal, hein. De toute façon, toi comme moi, on sait que c'est un train qui est parti, qui s'arrêtera pas. Maintenant, c'est comment on va aménager tout ça, comment on va faire cohabiter tout ça, parce que ça risque de faire mal, hein, malgré tout. Mais revenons à la genèse. C'est une série documentaire qui a été commandée par Arte à Ouais, quelqu'un. c'est une fiction, Non, mais c'est hein, ça. donc c'est des histoires. Mais Ouais. en bout de ligne, mais ça a été commandé à quelqu'un. Il y a donc des Oui, producteurs, il y a un créateur, il y a un tout réalisateur à fait, là-dessus. Donc, absolument. il y a des artistes. C'est des humains qui ont travaillé là-dessus, qui ont fait des requêtes pour arriver à ce que c'est. Alors, moi, je trouve ça intéressant que je comprends qu'il y a des gens qui veulent continuer à faire comme on faisait depuis longtemps, mais il y a une nouvelle façon de faire. Et c'est un peu Bien ce que sûr. Arte est en train de montrer. Exactement, parce qu'en fait, c'est pas du tout une IA qui a tout fait du début à la fin, hein. C'est l'auteur de cette série a utilisé de l'intelligence artificielle comme un outil, mais c'est son travail à lui malgré tout. Imagine si on avait dit à Godard, non, non, il faut filmer comme ça, parce qu'on a toujours Ouais, filmé comme ça. On n'aurait pas eu la nouvelle vague, là, elle exactement. n'aurait jamais Ah ben, existé, là. mais on est presque au passage du cinéma noir et blanc à la couleur ou du cinéma muet Ben, au cinéma parlant, exactement, hein. Ouais, bien exactement. sûr. Et rappelle-toi, quand le cinéma parlant est arrivé, il y avait Oh, des acteurs qui l'ont pas du tout apprécié. ben oui, Heu, ben eux perdaient leur carrière parce qu'ils n'avaient pas la voix, du physique. Exactement. Bon voilà, donc affaire à suivre et comme on est en France, et comme tu l'as dit, on a d'autres chats à fouetter actuellement, hein, en termes Ouais. de polémiques et de gros sujets qui fâchent. Ben, vous Mais je avez à pense vous que réglementer vous-même, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, Jérôme, mis à part ouais. cette polémique-là, toi, tu vas parler de quoi dans ton édition? Alors cette semaine, eh bien, je suis ravi de proposer à mes auditeurs une interview assez exceptionnelle. En fait, c'est l'interview d'un écrivain, mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction très connu en France et qui a beaucoup écrit, qui a écrit des romans
assez critique contre les technologies, mais il est lui-même complètement geek et complètement baignant dans la tech. Et son dernier livre, en fait, se passe dans la Silicon Valley. Alors, tu vois, la Silicon Valley, on n'en sort pas. On en parlait récemment ensemble dans le grand débrief avec François Sorel. Eh bien là, c'est aussi le récit d'un voyage dans la Silicon Valley avec une vision très très critique de ce que font les GAFAM. C'est super intéressant. Donc Alain Damasio. Et puis sinon, eh bien avec Capgemini que je retrouve tous les mois dans Monde Numérique, eh bien on s'intéresse cette semaine au quantique. À quoi va servir l'informatique quantique et où en sont les progrès dans ce domaine. Donc on voit tout ça avec mon invité Patrice Duboé que l'on retrouve tous les mois dans Monde Numérique. Sur ce, Jérôme, j'invite mes auditeurs à aller faire un tour de ton côté quand ils auront terminé mon carnet. Et puis, je serai heureux d'accueillir les tiens pour en savoir un petit peu plus sur AWS cette semaine. Voilà, je t'envoie tout de suite mes auditeurs dès qu'ils en ont fini avec moi, Bruno, et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, je te souhaite une bonne semaine. Bye. Et moi, je passe sous la neige, je suis au soleil. Enfin non, il fait pas beau là, mais je suis à Aix-en-Provence, mon pote, ce week-end. Moi, je te souhaite au gouvernement. Salut, bye. Allez, ciao, bye. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.